Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous et je remercie le professeur Grimaud et Alain Franco de m'avoir invité pour vous parler des maladies chroniques et des risques de nouvelles dépendances technologiques. Donc, comme l'a dit monsieur le professeur Pradier, j'ai été l'ancien directeur du Centre national de référence santé à domicile et autonomie, qui est une structure qui a été mise en place par le ministère de l'Industrie et dont le siège est à Nice, parce qu'il a été très lourdement soutenu par les acteurs publics, les collectivités locales. Et ce Centre national de référence avait pour mission d'aider au développement et au bon usage des solutions technologiques, en reprenant le terme qui a été évoqué ce matin, dans la prise en charge de la santé de la dépendance au domicile. Parmi les sujets qu'on a eu à traiter, il y a tout le problème des maladies chroniques, parce que, comme vous le savez, ces maladies sont vraiment en train de se développer. Et si on reprend des études qu'ont fait l'Organisation mondiale de la santé, si on regarde en 2005 et le nombre de morts qu'il y a eu, les 60 millions de morts qu'il y a dans le monde, pour la première fois, quasiment, les pathologies chroniques dépassent le nombre de morts par maladie infectieuse transmissible, ce qui était quand même une vraie première, ce qui a conduit à la mise en place d'un certain nombre de forums à l'intérieur de la Commission européenne ou d'autres organisations mondiales pour essayer de commencer à traiter plus sérieusement ce problème des pathologies qui ne sont pas transmissibles. Et si on regarde en France, évidemment, c'est encore plus important. Le nombre de personnes qui meurent en raison de pathologies chroniques est beaucoup plus fort. Et là, on en a presque 3/4, avec évidemment une grande prévalence de tout ce qui est les maladies cardiovasculaires, du cancer, et puis toutes les problématiques des infections respiratoires chroniques. Le système de santé est vraiment dans un moment du temps où il faut qu'il se modernise, parce qu'il est confronté à plusieurs défis. Il y a évidemment un double défi au niveau de l'augmentation très rapide du besoin de mieux prendre en soin les personnes, parce qu'il y a le vieillissement de la population, parce qu'il y a cette augmentation des pathologies chroniques, c'est plus de 15 millions de personnes qui en souffrent en France. Et dans le même temps, alors qu'il faudrait arriver à soigner plus, on se retrouve à une double contrainte, qui est à la fois le fait qu'il y a une raréfaction des professionnels de santé et des grosses disparités géographiques entre des lieux où il y en a suffisamment, voire peut-être trop, et des lieux où il n'y en a pas du tout assez, et en même temps une vraie tension économique qui fait qu'il va falloir trouver des solutions pour moderniser le système de santé, essayer de trouver une façon de faire plus avec autant, c'est-à-dire toujours garantir la qualité du soin et toujours garantir la qualité du soin qui est livré aux patients, mais avec une façon de travailler qui risque d'être différente. Et dans ce cadre-là, quand on voit les pathologies chroniques, c'est clair que les pathologies chroniques, il y a des facteurs de risque qui ont été établis, certains qui sont intermédiaires, comme la tension, comme la présence de glucose dans le sang, le cholestérol, ou les problématiques de surpoids et d'obésité. Et ça, ces facteurs de risque intermédiaires, si on en reprend la représentation qu'on a fait à l'Organisation mondiale de la santé, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont modifiables. Donc il y a cet espoir que si on arrive à infléchir la façon dont les gens vivent, si on arrive à infléchir la façon dont les gens se comportent, en particulier sur l'hygiène, sur l'activité physique, sur la consommation de tabac, il y a cet espoir qu'on pourra arriver à modifier un petit peu cette vague épidémiologique qui est le déploiement des pathologies chroniques. Et c'est dans cette optique-là qu'on se retrouve dans un moment où il faut innover, avec un enjeu qui a été bien rappelé par Marisol Touraine depuis sa prise de fonction, qui est vraiment mieux associer l'usager et son entourage, et de passer d'une médecine dans laquelle, comme l'a rappelé un certain nombre d'intervenants ce matin, le médecin était vraiment le référent avec une position très forte sur le patient, à une relation un peu plus équilibrée, même si, comme ça a été rappelé, dès la doctrine hippocratique, normalement le patient et le médecin étaient au même niveau, assis à la même hauteur. Donc ça, c'est vraiment un premier enjeu, mieux associer l'usager et son entourage. Et il y a une opportunité qui existe, c'est qu'il y a une révolution numérique qui a eu lieu. Si vous regardez l'évolution ces dernières années des technologies, maintenant il y a une certaine dissémination de technologies telles que les ordinateurs, les téléphones portables, Internet, et il y a le sentiment que si on arrivait à mieux utiliser ces technologies qui sont disponibles, peut-être qu'on arriverait à faire changer les comportements. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Par contre, quand on regarde où est-ce que, dans le cadre des pathologies chroniques, ces technologies pourraient trouver une place, on peut voir trois grands axes principaux. Un axe qui serait au niveau de l'éducation, c'est-à-dire permettre aux patients d'avoir des informations fiables et de qualité, d'avoir une meilleure prise de conscience et de définir de tactiques et de stratégies pour voir comment être plus
aider face à cette maladie. Un gros volet information, qui est à la fois la mesure en temps réel de l'état de santé de la personne, grâce à des capteurs, grâce à des dispositifs qui existeraient, et puis aussi une information avec un accès facilité aux soins, parce qu'on peut avoir un contact plus facile avec un médecin ou un professionnel de santé, faire de la visioconférence. Et enfin, un dernier volet qui est la motivation, c'est-à-dire être capable de soutenir les patients qui sont confrontés aux pathologies chroniques, l'aider dans des mécaniques de coaching, la mise en place de pratiques structurées, et aussi toutes les mécaniques de reconnaissance. Donc là, il y a cette effervescence et ce sentiment qu'effectivement, les technologies de l'information et de la communication devraient pouvoir aider, et ça s'est traduit ces dernières années par un pullulement d'initiatives pour voir comment mieux utiliser les ordinateurs, mieux utiliser des téléphones portables, et cet espoir que ça va être une solution pour aider les gens à mieux vivre. Ce qui soutient cette créativité, c'est que dans le même temps, il y a le marché de l'électronique, qui est le principal matière première des technologies de l'information et de la communication, connaît une miniaturisation qui est à la fois continue et qui est phénoménale. Probablement, ça ne vous parle pas beaucoup, tout ce qui est les circuits intégrés, tout ce qui est les composants dans lesquels on fait les téléphones, mais je voulais juste vous présenter un certain nombre de faits intéressants. Si on regarde le nombre de composants de base qu'il y a dans un circuit, un microprocesseur, c'est-à-dire ce qui permet vraiment de faire fonctionner un ordinateur, depuis les années 70, on est passé d'à peu près 4000 transistors dans un microprocesseur à quelque chose qui est maintenant en milliards, voire en dizaines de milliards. Et pourtant, la taille des composants n'a pas varié, c'est-à-dire c'est toujours des dispositifs qui font 2-3 cm sur 2-3 cm, mais on arrive tellement à miniaturiser les composants qu'on arrive à en mettre toujours plus. Là, vous avez ici une coupe d'un transistor fait par Intel, qui est le principal fabricant d'ordinateurs. Il faut quand même réaliser que la distance entre ces deux endroits fait 8 nanomètres, c'est-à-dire 10 atomes. On en est à un point où on arrive maintenant à mettre des atomes sur des plaques qui font 45 cm, et on arrive à savoir les enlever, les faire apparaître, les faire disparaître. Donc on a une vraie maîtrise technologique. Et là, vous avez un exemple plutôt rigolo de scientifiques qui s'étaient même amusés à prendre des atomes, les petits points qui permettent de faire le sigle IBM. Ce sont des atomes de xénon qui ont été manipulés un par un pour faire ce logo. Donc vous voyez, il y a vraiment cette maîtrise technologique qui est très forte, et donc ça donne un sentiment qu'il y a vraiment des choses à faire. Pour vous donner un exemple, je ne sais pas si ça vous parle, les Cray, mais il y a quelques années, quand on parlait des super ordinateurs, c'était les Cray qui était la référence au niveau de la puissance, donc en particulier le Cray 2 qui était... il y en avait dans quelques universités, et celles qui en avaient étaient capables de faire des travaux scientifiques assez intéressants. Maintenant, n'importe quel iPad du commerce est plus puissant que ce type d'ordinateur, qui était la référence absolue au niveau de la puissance de calcul. Donc toute cette capacité de l'électronique a vraiment donné lieu à la création d'un nouveau volet de la santé, qui est la e-santé, qui est évidemment E pour électronique, santé pour le terme français, et qui est l'idée d'essayer d'appliquer toutes les technologies de la communication et de l'information à la santé, et qui va être à la fois tout ce qui est les systèmes d'information, et à la fois une discipline qui s'appelle la télésanté, qui est l'idée de permettre aux gens d'être soignés à distance. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un problème, on arrive à détecter les problèmes et essayer de faire qu'on arrive à mettre en place ce nouveau paradigme dans lequel la plaque tournante du soin sera plutôt au niveau du domicile plutôt qu'au niveau de l'hôpital. Il y a déjà des essais, comme je vous l'ai dit, il y a un pullulement d'initiatives pour essayer de voir comment utiliser ces produits. Et si on regarde les points positifs, il y a quand même des réussites. Il y a par exemple un programme qui s'appelle Diabéo. L'objectif, c'était d'aider les personnes diabétiques qui ont une vie qui est évidemment pas simple, à mieux prendre en compte leur façon de vivre et leur hygiène de vie, en les informant et en leur permettant de savoir quel est le type d'insuline qu'ils doivent s'injecter et d'essayer de corréler ça à leur alimentation. Évidemment, l'étape suivante, qui n'est pas un rêve, mais sur lequel des gens travaillent déjà, ça va être d'implanter des pompes à insuline dans le corps. Et là, on voit apparaître les questions qui commencent à se poser avec ces technologies de l'information et de la communication. Au début, c'est quelque chose qui est extérieur et qui apporte, mais rapidement, il y a cette question, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin ? Est-ce qu'on peut ne pas aller
dans une vision d'augmenter l'homme. Donc là, il y a les pompes à insuline, il y a aussi des exemples qui sont très connus et qui sont faits au CHU de Nice, qui sont toutes les thématiques d'électrostimulation, où le principe est d'implanter une puce électronique dans le cerveau des personnes et utiliser cette puce pour stimuler certains nerfs, ce qui permet, dans certains cas, d'avoir un impact positif sur la maladie de Parkinson. C'est aussi testé sur l'Alzheimer, et là, il y a des programmes de recherche pour essayer de stimuler les muscles et de stimuler le cerveau pour refaire marcher les gens. Donc là, on commence à être maintenant dans des applications qui sont déjà beaucoup plus troublantes au niveau éthique. Par contre, ce qui est très clair, c'est que cette performance, pour arriver à faire cette miniaturisation, c'est un coût. Une unité de fabrication de circuits intégrés, il n'y en a plus beaucoup dans le monde, parce qu'évidemment, on arrive à des coûts qui sont tellement phénoménaux qu'il y a une concentration. Le coût typique, maintenant, c'est 1 à 10 milliards de dollars. C'est-à-dire que si vous voulez faire une usine de fabrication, il faut sortir 10 milliards de dollars. Intel, qui est le gros fabricant de circuits intégrés, est en train d'en construire. Il est en train d'investir 10 milliards de dollars. Et le coût d'un dispositif tel un iPhone, même si c'est des secrets industriels et qu'il y a peu de communication, l'ordre de grandeur, c'est 100 millions de dollars. Donc il y a eu des informations dans Orange, dans lequel la dernière box Internet qu'ils nous ont sorti en début d'année, c'était 100 millions de dollars aussi. Donc on voit bien que ce type de technologie est idéal pour l'électronique grand public. Un chiffre qui est quand même extraordinaire, c'est que l'année dernière, il y a eu une personne sur Terre, sur 4, qui s'est acheté un nouveau téléphone. C'est quand même assez incroyable quand vous voyez les disparités de développement sur la Terre. Il s'est vendu 1,7 milliard de téléphones, donc là, vous voyez bien, faire des grandes séries de composants, vous arrivez à des coûts plus bas. Par contre, quel va être l'impact de mettre ce genre de technologie en santé? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des créations de nouvelles dépendances? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus prégnante. Première question qui a se poser, c'est comment on va financer le déploiement de ces technologies. Ça a été dit par plusieurs intervenants ce matin. Le coût des nouvelles technologies coûte cher. Si vous regardez l'évolution de la part des dépenses totales de santé dans le produit intérieur brut, dans tous les pays occidentaux, depuis les années 60 à 2006, l'augmentation était assez importante. En France, en 1960, on consacrait 3,8 points de PIB aux dépenses de santé. En 2006, c'est 11,1, et en 2012, 2013, c'est plus de 12 points. On a multiplié d'un facteur 3 le coût des dépenses de santé. Il y a eu certes le développement des professionnels de santé, il y a eu certes la construction d'hôpitaux, mais il y a une partie aussi qui a été le fait que les technologies sont beaucoup plus chères, et acheter un nouveau scanner ou acheter un nouveau dispositif a un coût, et ce coût, il faut arriver à le financer. Et la question qui se pose très rapidement, c'est comment on va financer cette technologie? Est-ce qu'on va le financer au niveau public, au nom de la solidarité et de l'égalité de chance, ce qui a été un principe fondateur en France, ou est-ce qu'au contraire, on va mettre en place du financement privé au nom du pragmatisme pour ne pas obérer de la mise en place d'une filière industrielle? Cette question du financement des technologies est importante, et pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire qui émerge. Et là-dessus, il faut absolument qu'on arrive à avoir une réflexion éthique, parce que sur des technologies comme celle d'a parlé le professeur Alain Franco ce matin, les gérontechnologies, il y a à la fois ce sentiment qu'il y a des produits qui pourraient aider les gens, mais si ils se retrouvent à être inaccessibles au niveau coût, on va vraiment créer des vraies disparités. Et le risque qui est associé à ça, c'est vraiment le risque d'une santé à deux vitesses. Il y avait eu un travail très intéressant fait par le professeur Vigneron de Montpellier, qui s'était intéressé à collecter beaucoup de données de santé qui existaient, et qui avait montré qu'il y avait déjà sur le territoire des vraies inégalités d'accès aux soins. Il avait pris l'exemple de la rame de RER à Paris, où il montrait que suivant le lieu où vous habitez, vous avez une possibilité de vivre plus ou moins vieux, juste par le lieu où vous habitez. Donc il y a déjà des disparités de santé qui existent. Il a fait un gros travail de cartographie du nombre de médecins, du nombre d'infirmières. C'est un travail tout à fait remarquable, et je vous incite à le lire si vous en avez la possibilité. La question qui va se poser très clairement, c'est par rapport au financement de ces technologies, est-ce qu'il ne va pas y avoir une tentation très forte de remplacer l'humain pour financer l'efficience? Évidemment, la réponse va être non, mais si on regarde ce qui s'est passé dans l'automobile, où il y a une vraie intégration des technologies, dans le même temps, il y a une vraie réduction des personnels. Ça, c'est le nombre d'employés dans les grandes entreprises automobiles en France. Voilà, il y a une tendance de fond. Dès qu'on commence à robotiser, dès qu'on commence à instrumenter, il y a souvent, dans le même temps, une réduction des personnels. Et enfin, il y a quand même des questions qui se posent et qui ne sont pas anecdotiques, qui sont à la fois un risque de contre-productivité, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va faire des données qui vont se produire? Et des questions qui commencent déjà à se poser, c'est que va-t-on faire si le patient n'observe pas son traitement ou commet des excès?
Il y a déjà eu des cas aux États-Unis où certaines compagnies d'assurance ont refusé de prendre en charge des opérations en disant manifestement la personne ne suit pas correctement les procédures, on arrête le financement, on refuse qu'il y ait des greffes. Si à la fin les technologies créent ce genre de comportement, ça posait des questions éthiques. Et il y a un deuxième effet qui est plutôt un effet qui n'existe pas forcément en santé, mais qui existe dans toutes les problématiques de gestion de l'énergie, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que plus on est informé des progrès qu'on a faits, plus on fait des excès. Donc c'est l'exemple qui est connu. Là, ça a été bien pris en exemple dans le dernier rapport du Conseil pour stratégie du gouvernement, dans lequel il montrait que quand on met en place des politiques de réduction de l'énergie, T0 c'est formidable, on diminue de 50%, mais finalement les gens, ayant pris conscience du fait qu'ils avaient réduit l'impact de 50%, se remettent à prendre des risques et rachètent des dispositifs électriques, et donc finalement il n'y a absolument aucune énergie au global. Donc est-ce qu'on risque d'avoir ce genre d'effet au niveau de la santé? C'est une vraie question. Et enfin, le risque qui se pose, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la tentation d'un augmenté, c'est-à-dire sans aller vers... Il y a des vrais mouvements de fonds qui existent dans le monde et Fabrice pourrait en parler beaucoup mieux que moi sur ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire vraiment faire des hybrides entre technologie et être humain. Mais déjà, on commence à voir l'apparition d'un certain nombre de fonctions qui sont suppléées. Ça va de prothèses, ça va d'orthèses, on envisage de faire des prothèses communicantes, on commence à rendre la vue à des aveugles parce qu'on met des puces électroniques dans les yeux. C'est des réalités, c'est encore très peu déployé, c'est pas encore des mouvements de masse, mais ça pose quand même des vraies questions parce que l'utilisation qu'on va pouvoir faire de ces technologies n'est pas du tout anecdotique. Donc, par rapport à la question qui était posée initialement, y a-t-il un risque de dépendance à ces technologies? Je pense que là, on est vraiment dans le moment où il faut avoir une réflexion éthique, parce qu'encore une fois, comme l'a très bien dit M. Exil en introduction, le discours de la technologie, comme quoi il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise, mais il y a de bons ou de mauvais usages, est très naïf, et ce n'est pas la bonne façon d'aborder le problème. Il y a vraiment besoin de réfléchir comment utiliser la technologie. Probablement, sur un certain nombre de sujets, la technologie fait sens, mais ça nécessite un vrai travail collaboratif. La première chose qui est une trivialité, une technologie n'est jamais une solution. C'est toujours un outil qui doit être mis au service d'une vision du problème qu'on veut résoudre. Croire qu'on va pouvoir trouver dans la technologie la solution au vieillissement de la population, aux problèmes d'efficience dans les hôpitaux ou aux problèmes de démographie médicale est une illusion. Qu'on arrive à mettre en place des stratégies en associant toute la chaîne, c'est-à-dire à la fois les utilisateurs, qu'ils soient des patients, qu'ils soient des médecins, qu'ils soient des aidants, qu'ils soient des familles, en associant les offreurs qui, eux, ont vraiment la capacité de savoir ce qui est le plus facile à faire et le plus efficace, mais en mettant aussi des financeurs qui sont généralement absents de ce genre de programme et qui ont une attitude très prudente, ça devrait permettre de faire de l'innovation. Parce que l'enjeu, c'est vraiment de trouver le point de fonctionnement de ces deux mondes et de voir à la fin comment on peut trouver quelque chose qui apporte une réponse à un besoin qui est clairement identifié. Quand ce travail il est fait dans le département de la Corrèze pour essayer de faire vivre les gens à leur domicile et qu'on met autour de la table des associations qui s'occupent de patients, qu'on met autour de la table des grands industriels et qu'on met autour de la table des financeurs, on trouve des solutions. Les solutions, elles sont très simples. Ce n'est pas des laboratoires technologiques dans les maisons, ce n'est pas des choses formidables au niveau contenu, c'est au contraire des petites innovations toutes simples. Par exemple, quand vous vous levez la nuit, votre appartement s'allume. Ça paraît très simple, ça paraît très, très inutile, ça réduit de 20% les chutes sur une population de 100 personnes qui étaient équipées versus 100 personnes qui n'étaient pas équipées. Donc voilà, c'est quand on commence à faire vraiment travailler toutes les gens ensemble et qu'on arrive à essayer de savoir quels sont les vrais besoins, on trouve des solutions. Laisser des offreurs essayer de proposer des solutions, laisser les financeurs essayer de trouver des solutions sans que les autres parties ne soient piquées, ça sera plutôt contre-productif. Le deuxième point qui est très clair, c'est le coût de ces technologies est cher. Si on devait équiper d'ordinateurs tous les gens qui souffrent de pathologies chroniques, on parle de 15 milliards. Donc l'objectif, ça va plutôt être de voir comment développer des utilisations et des usages de ce qui existe, et plutôt que de croire qu'on va avoir un relais de croissance au niveau de l'industrie parce qu'on va avoir des technologies spéciales santé, plutôt de voir beaucoup de médecins, a priori 60% des médecins ont des smartphones maintenant, un certain nombre de patients, 65% des gens ont Internet, comment on peut trouver des solutions pragmatiques
qui vont permettre d'éviter la disposition de technologies qui ne seront jamais vendues parce qu'elles seront tellement chères. Enfin, encore une fois, pendant l'exposé qu'a fait le professeur Franco, il y avait un certain nombre de géants technologiques qui étaient présentés. Il y a beaucoup d'industriels qui pensent qu'on va pouvoir vendre un ordinateur à 3 000 € à des personnes âgées. Un ordinateur, maintenant, à la FNAC, ça vaut 300, 400, 500 €. C'est difficile d'imaginer que des gens vont payer 6 à 10 fois le prix sous prétexte qu'ils sont âgés. Donc l'enjeu, c'est plutôt la conception universelle, c'est l'accessibilité, et vérifier que s'il y a des innovations, elles rentrent dans les produits de la vie quotidienne, plutôt que de rester. Ce qui est intéressant dans la gérontechnologie en tant que discipline, c'est que ça trouve des solutions et que ces solutions deviennent grand public. Les solutions qui ont été trouvées pour les aveugles ont été mises en place dans les derniers téléphones de génération Samsung ou iPhone. C'est dommage peut-être pour la société qui espérait faire le téléphone pour aveugles, mais ça permet aussi que dans n'importe qui, sur n'importe quel point du territoire à peu près, puisse trouver une solution qui ne marche pas trop mal. Et enfin, le dernier point, comme ça a été beaucoup dit par les intervenants ce matin, c'est vraiment d'essayer d'anticiper les conséquences. La technologie, elle modifie la société en profondeur. Il y a eu un monde avant la roue, il y a eu un monde après la roue, il y a eu un monde avant la voiture, il y a eu un monde après la voiture. Donc l'idée, c'est vraiment de voir comment bénéficier le mieux des technologies, comment avoir une réflexion éthique préalable. Les technologies vont très vite, même peut-être trop vite au niveau de la santé, où on arrive à faire des choses extrêmement puissantes sans savoir si on va pouvoir les offrir à tout le monde et si on va pouvoir maintenir ce critère de justice qui était quand même assez essentiel au niveau de l'éthique. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'une réflexion éthique préalable est indispensable. Et c'est pour ça qu'au niveau de la structure, le Centre national de référence, il y a eu la mise en place d'un espace éthique qui a été animé par différentes personnalités françaises et qui est maintenant animé par le professeur Franco, parce que c'est important de mettre autour de la table à la fois des philosophes, à la fois des ingénieurs, à la fois des gens représentant la société civile, pour essayer de savoir si cette bonne idée qui, sur un coin de table, semble formidable, c'est-à-dire piloter le cerveau d'une personne avec une puce parce qu'elle est triste, ce qui est une technologie qui est en train d'être développée, ou permettre de désinhiber des personnes parce qu'on a trouvé des composants qui arrivent à faire ça, si c'est vraiment une bonne idée, ou est-ce que ce n'est pas respectueux des principes fondamentaux, et s'il faut plutôt interdire. Il y a une vraie tradition française de mettre en place des lois qui cadrent les choses, et ce qui est en train de se passer sur les cellules souches est de ce point de vue-là tout à fait intéressant. Mais c'est vrai que c'est la responsabilité de tous d'avoir cette réflexion et d'essayer de rentrer dans la discussion et de se poser la question, est-ce que cette nouvelle option qu'on me propose fait sens, ne fait pas sens, et comment être sûr qu'après on soit entendu. Si enfin vous voulez plus d'informations sur le Centre national de référence santé, je vous ai indiqué le site internet. Et n'hésitez pas, je vous ai indiqué aussi le nom de la personne qui m'en passe, il s'appelle Patrick Meléa. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez avoir plus d'informations. Il y a pas mal de documents sur le site internet. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Chara. On a quelques minutes pour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, il y a un micro ou sinon je vais me déplacer. Ah, il arrive. Merci Bruno de ce très bel exposé. Quand on parle du marché de la technologie pour l'autonomie, on imagine en effet que les industriels peuvent faire des projets pour développer ce marché. Tu as dit très bien, et je suis totalement d'accord avec toi, qu'un push industriel chez quelqu'un qui invente un ordinateur simplifié avec des grosses touches pour les vieux et qu'il fait payer 3 000 €, c'est complètement stupide. Donc, tu as dit, l'avenir c'est le grand marché en fait, hein. Est-ce que tu peux confirmer cette question-là? Parce que beaucoup de gens pensent qu'il y a un marché des technologies pour la santé, il y en a peut-être un, et le marché pour l'assistance, pour la gérontechnologie, il existe peut-être pas. Donc le marché de la santé, il existe, hein. Si on prend les dispositifs médicaux qui sont une classe particulière de système, c'est déjà quelque chose qui représente à peu près en France 19 milliards d'euros annuels d'achat.
Après, si on regarde le marché des technologies, type géotechnologie, il y a un syndicat qui existe, qui s'appelle l'ASIPAG, et qui fait un indicateur en essayant de regarder toutes les ventes de produits. On parle de 55 millions d'euros. Donc vous voyez la différence entre à la fois un marché qui est établi et un marché qui est en train de se créer. La question, c'est de se dire, les géotechnologies ont un intérêt. Il y a un écho qui est assez extraordinaire. Les géotechnologies ont un intérêt. Comment ce marché va se développer? C'est vrai que pour l'instant, il y a beaucoup d'initiatives. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a conduit une expérience tout à fait remarquable d'essayer de mettre en place des pôles d'expertise pour essayer de trouver des solutions sur le domaine des interfaces, sur le domaine de l'habitat et le logement. Après, il y a quand même une réalité, c'est que faire des produits qui doivent aller au domicile des personnes, il faut que ça marche parfaitement. Il y a eu des déploiements en Pays de Bretagne de tablettes tactiles développées par des petites sociétés très valeureuses et dont il n'y a aucune ironie dans mon propos. Par contre, les produits n'étaient pas fiables. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, la personne qui avait reçu la tablette tactile qui ne fonctionnait pas appelait tous les professionnels de santé qu'elle connaissait pour trouver une solution. Donc vous aviez les ergothérapeutes, les infirmières, les médecins qui étaient appelés parce que ça ne marchait pas. C'est inimaginable. Je veux dire, si vous voulez faire un produit au domicile, il va vraiment falloir qu'au niveau de la qualité, il soit adapté. Encore une fois, il y a des choses qui sont évidentes pour les gens qui connaissent les ordinateurs, sur le fait qu'il faut appuyer sur démarrer pour éteindre. Si on veut faire des produits qui aillent dans le grand public, il va falloir trouver des solutions qui soient un peu plus intuitives, un peu plus ergonomiques, et c'est ça qui va nécessiter d'avoir des moyens. Encore une fois, l'iPhone, pourquoi, et je fais aucune publicité pour Apple, mais c'est un constat, pourquoi ça marchait bien, c'est parce qu'ils ont mis les moyens, ils ont fait des tests d'utilisateurs, ils ont travaillé avec des utilisateurs pour essayer de comprendre quels étaient le type d'applications qui étaient souhaitées, qui étaient intéressantes. Le coût, ça a été 100 millions de dollars. Est-ce qu'on va être capable de faire émerger des produits qui ne seront pas dédiés à des grands volumes, mais qui seront parfaitement fonctionnels? Ça reste une question. Encore une fois, on éduque beaucoup les utilisateurs aux fonctionnalités qui ne sont pas forcément intuitives. Prenez un téléphone Apple qui est envisagé comme le plus intuitif des téléphones, mettez-le dans les mains d'une personne qui ne connaît pas ce qu'est un téléphone Apple. La probabilité qu'elle sache utiliser, elle n'est pas grande, quoi. Donc c'est pour ça que je pense, oui, qu'il va falloir passer par des grandes séries, parce qu'il n'y a que ça qui va permettre d'avoir des produits qui soient vraiment accessibles. Et encore une fois, la notion d'accessibilité des produits est extrêmement importante, parce qu'on ne peut pas envisager d'avoir des gens qui ont accès et des gens qui n'ont pas accès. Au démarrage, peut-être que ça sera comme ça, parce qu'il y aura des gens qui sont prêts à payer le premium pour avoir accès, mais il faut que sur la durée, on ne se retrouve pas avec une santé ou une qualité de vie à deux vitesses entre ceux qui peuvent et ceux qui peuvent pas. Une autre question? Monsieur Grimaud. Merci. Oui, on a tous perçu l'impact financier qu'il y avait là derrière. Ça a d'ailleurs un côté un peu vertigineux, je dirais même presque inquiétant, dans la mesure où on se rend bien compte que l'industrie, en particulier privée, est obligatoirement impliquée Et est-ce qu'on n'est pas en train de courir un risque de commercialisation d'une relative vulnérabilité de la personne âgée? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est... vous répondez à la première, puis je vais poser ma deuxième. Est-ce qu'on est en train d'assister à un risque de commercialisation de la vulnérabilité? C'est clair que c'est une des inquiétudes de tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Et parmi les choses qui sont très inquiétantes, de mon point de vue, c'est par exemple tous les réseaux sociaux. Quand vous allez sur des réseaux sociaux type Facebook, vous êtes censé être un adulte éclairé. Si vous prenez des mauvaises décisions, vous êtes responsable. Une personne qui est fragile, est-ce qu'elle a le recul pour comprendre ce qu'on lui fait signer, ce qu'on lui fait accepter? C'est beaucoup moins évident. Et c'est vrai que parmi les essais qui ont été intéressants de réseaux sociaux, il y avait eu des essais de concepts assez innovants, par exemple voisinage, dont le principe était d'essayer de créer un réseau social de proximité pour que des voisins s'occupent d'une personne âgée. Mais la précaution qui avait été prise par le concepteur du site avait été d'adosser
entre guillemets, un officier de sécurité qui était le petit frère des pauvres, pour garantir que ceux qui allaient rentrer dans la mécanique proche de la personne soient vérifiés. Donc, est-ce qu'il y a un risque de commercialisation de la vulnérabilité ? Effectivement, je pense qu'il y a un véritable risque, et c'est ça qui va nécessiter de mettre en place tout un aspect réglementaire et législatif pour éviter des vrais problèmes. Je crois que une des véritables alertes éthiques, elle est principalement là. La deuxième chose, la réflexion éthique devrait précéder les avances technologiques. En fait, vous nous avez montré que ces avances vont à une vitesse considérable. Est-ce que vous croyez vraiment que notre réflexion éthique peut précéder ? Est-ce qu'elle n'est pas obligatoirement au mieux concomitante et au pire un peu décalée après ? Je ne pense pas que la réflexion éthique puisse précéder le développement technologique. Par contre, je pense que la réflexion éthique peut précéder l'usage des technologies dans le domaine particulier de la santé. Je pense que là, quand il y a quand même beaucoup d'endroits où les informations sont centralisées. Il y a très peu de projets qui sont autofinancés par des industriels. Il y a de l'argent public qui est mis à un certain nombre de niveaux à travers l'Agence nationale de la recherche ou à travers un certain nombre de guichets. Je pense qu'il y aurait des moyens d'avoir une vraie réflexion éthique lorsque des nouveaux projets sont soumis. Oui, mais ça veut dire qu'on a véritablement prévu les conséquences techniques de ce que l'on a mis sur le marché, et donc les conséquences éthiques. Et je suis sûr que les conséquences techniques, elles ne sont pas toujours prévues à l'avance. Souvent, on les découvre au fur et à mesure. C'est un des points positifs des technologies, c'est que paradoxalement, les technologies sont rarement utilisées pour ce pourquoi elles ont été conçues. Et une des bases des technologies, c'est le détournement. C'est-à-dire, si vous regardez l'invention du téléphone, il a été conçu pour les entreprises, et l'inventeur du téléphone a tout fait pour que les particuliers n'utilisent jamais le téléphone. C'était inenvisageable que les particuliers aient le téléphone, donc il s'est battu. Globalement, on peut penser qu'il a échoué et que maintenant, l'usage du téléphone est plutôt grand public. Donc il y a effectivement ce risque qui est parfois positif du détournement. Il y a évidemment, comme vous le soulignez parfaitement, le risque d'un détournement négatif. Et c'est vrai que là, si vous regardez au niveau des technologies, il y a eu un article dans Le Monde, je crois le 19 mars, qui tirait la sonnette d'alarme sur le fait que il y avait une occurrence de trouver des dossiers médicaux, les DMP, qui étaient accessibles sur Google, et que si vous tapiez votre nom, il y avait un vrai risque de trouver votre dossier médical parce que toutes les précautions sécuritaires n'avaient pas été prises au niveau des technologies. Donc, vous avez raison, c'est très dur de canaliser. Il y avait hier, pendant le DIU, il y a eu cet échange avec les élèves qui était de dire on pose le fait que la technologie est là et qu'elle est irrémédiable, et on nous demande un peu de nous adapter à la technologie. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de se poser les questions en amont ? Cette frustration, elle commence à apparaître. Au sujet de ces dossiers médicaux, ça c'est très, très important. Je me souviens, on était quelques présidents de CME à avoir interrogé le ministère et même nos conseils de surveillance locaux sur le fait de confier à des dépouilleurs privés pour les décoder, les dossiers de nos établissements, les dossiers médicaux de nos établissements. Et on avait dit, attention, c'est extrêmement dangereux parce qu'on court le risque d'une divulgation du secret médical. Là, finalement, on est arrivé à ça parce qu'il y a eu une technologie qui avait été mal adaptée. Donc vous voyez que là, on avait effectivement prédit le risque, mais c'était prévisible cette affaire. Hein. Mais on s'en est rendu compte qu'une fois que la technique ou le système a été mis en route. Donc on avait prédit, mais on l'a dénoncé après que le danger soit arrivé. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a l'heure qui tourne, donc je propose qu'on passe à la deuxième intervention.